Bonjour à vous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et évidemment, dans cette vidéo, je ne peux pas passer à côté de l'évolution de la situation parce qu'on se rend compte que y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de petits détails qui peuvent passer totalement inaperçus au commun des mortels. Au moment où je vous parle, pour l'instant, le délai a été accepté par Israël pour ne pas attaquer comme prévu. Donc il y a un délai qui a été demandé par qui? Les États-Unis, pour essayer de trouver une issue et calmer le jeu, parce que évidemment que si Tsahal attaque la bande de Gaza, comme je vous l'ai dit, certainement que c'était peut-être une opportunité, une occasion de liquider la bande de Gaza. Quand je dis liquider la bande de Gaza, c'est évidemment annexer le territoire, ou peut-être une partie du territoire. Donc c'est-à-dire, c'est réduire encore plus une partie du territoire palestinien, et qui plus est, oui, enfin, le terme génocide, si vous voulez, est peut-être un peu exagéré, même si, d'une certaine manière, si l'attaque de Tsahal, c'est genre, voilà, on bombarde tout et n'importe quoi. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est qu'Israël a alerté les Palestiniens de partir dans le sud du territoire. Mais si l'objectif de Tsahal, c'est de débusquer le Hamas, etc., mais le Hamas, qu'est-ce qu'il va faire? Le Hamas, il va suivre les Palestiniens dans le sud. Donc il y a un petit côté bizarre. Je veux dire, donc si Tsahal attaque dans les prochaines heures, ou peut-être demain, je ne sais pas, pour moi, je suis convaincu que c'est une opportunité pour Israël de liquider une partie du territoire palestinien, et donc de l'annexer à Israël. Alors le délai, comme je vous l'ai dit, a-t-il été demandé par les Américains pour essayer de gagner du temps et trouver une solution? Alors moi, ce que je trouve très intéressant aussi, c'est de se rendre compte que, alors comme je vous l'ai dit, moi je suis convaincu que l'Iran a une part de responsabilité ou dans l'organisation, dans la structure, dans la logistique de l'action du Hamas. Et la question que je m'étais posée, souvenez-vous, c'est pourquoi un pays chiite aiderait-il un mouvement sunnite? Eh bien, peut-être que la question, c'est que, je rappelle, le Hamas a été créé pas par la bonté du Saint-Esprit. Il y a eu des interactions qui ont permis au Hamas non seulement de se créer, mais en plus de trouver sa place dans le paysage politique palestinien. Et certains vous diront, c'est tout simplement, très clairement, des financements ou des aides occidentales, européennes, et qui plus est, sous couvert d'un accord de l'État israélien, pour tout simplement espérer que le Hamas devienne un contrepoids aux partis historiques, on va dire, de résistance ou de revendication ou d'affirmation d'un État palestinien qui est le Fatah. Le Fatah qui est l'héritage de l'historique de l'OLP de Yasser Arafat. Donc vous comprenez que là, tout d'un coup, le Hamas, ça serait limite ce que j'appelle le syndrome Frankenstein. Syndrome Frankenstein, c'est-à-dire vous créez une chose en croyant pouvoir en tirer un profit, et tout d'un coup, cette chose finit par vous échapper. Alors, est-ce que le Hamas a fini par échapper à tout le monde et devenir une entité autonome avec ses idées, ses idéologies, etc. Au point que c'est quand même une organisation qui, je rappelle, je me répète encore, parce que moi, ce qui m'étonne, c'est sur les réseaux sociaux, personne n'en parle. C'est parce que
Vous avez vu, hein, oui, mais le Hamas, ce n'est pas le peuple palestinien, il ne représente pas le peuple palestinien. Ben, excusez-moi, mais le Hamas, il a quand même été élu par le peuple palestinien en 2006, dans le conseil, pour le conseil palestinien, à une majorité élue à 47%, 41 ou 47%, je crois, avec 71% de participation des Palestiniens. Alors, certes, le Hamas a profité de la situation pour finalement prendre le pouvoir, du fait de ne pas pouvoir réorganiser des élections législatives. Et donc, du coup, le Hamas en a profité pour rester au pouvoir avec cet argument de dire, vous voyez, Israël s'ingère dans nos affaires, etc. Donc, c'est la preuve que. Donc, certainement que il y a beaucoup de Palestiniens, finalement, qui se disent, ouais, le Hamas, il a raison. Peut-être que le Fatah, aujourd'hui, il est un peu trop complaisant, un peu trop mou du genou. Donc, le Hamas, lui, est beaucoup plus présent, beaucoup plus virulent, beaucoup plus résistant, plus dans l'action. Et maintenant, on vous dit, oui, mais le Hamas, c'est pas les Palestiniens. Oui, mais si on prend votre version, dans ce cas-là, est-ce qu'on va dire que les Français qui ont voté Macron, finalement, ils ne sont pas Macron? C'est-à-dire que Macron ne représente pas les Français qui ont voté pour lui. Ah pardon? Donc c'est-à-dire que vous remettez en question la légitimité d'un président de la République élu par le peuple français, alors, peu importe les circonstances. Hein. Attendez. Je vous jure, il y a actuellement sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur les plateaux télé en France, des gens qui tiennent des propos, mais qui sont complètement contradictoires même de ce qu'ils ont pu tenir concernant le sujet de l'Ukraine et de la Russie. Comment voulez-vous à un moment donné que l'opinion, qui un tant soit peu intelligente, qui un tant soit peu capable à un moment donné de se dire, attends, hier ils disent blanc, aujourd'hui ils disent noir, demain ils vont dire quoi? Gris? Mais ils nous prennent pour des débiles, ils nous prennent pour des cons, quoi. Parce que le problème, il est là. C'est que, évidemment, comme je vous l'ai dit dans une vidéo, et je pense qu'aujourd'hui, vous avez des éléments qui tentent à prouver que j'ai raison en disant que on oblige aujourd'hui l'opinion à prendre parti. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de... Vous n'avez pas le droit d'avoir un juste milieu, vous n'avez pas le droit de dire « Ah oui, mais attendez, la situation est complexe », il y a des tenants, des aboutissants, il y a des responsabilités des deux côtés, blablabla, etc. Non, maintenant vous n'avez plus le droit de dire ça. Maintenant vous êtes soit en soutien des Palestiniens, soit vous êtes un soutien d'Israël. Je vous l'ai dit, ça va être ça. Et c'est bien ce qui est en train de se passer. Et donc du coup, il y en a qui s'en mêlent les crayons, il y en a qui se prennent le pied dans le tapis, dans leurs doctrines. Et c'est formidable. C'est formidable parce que majoritairement ces gens-là, c'est les mêmes qui pendant le Covid vous tenaient des propos, mais qui étaient des propos tout à fait significatifs de la volonté d'essayer de vous soumettre. Pire, que si même vous n'êtes pas forcément anti-Covid, vous n'êtes pas forcément anti-vaccin, etc., mais que même au moment où vous posez des questions, vous êtes réfractaire, vous êtes hérétique. Sauf que là, il y a deux parties. C'est-à-dire, soit vous êtes pour les Palestiniens, mais dans ce cas-là, vous acceptez l'idée que le Hamas a peut-être eu raison de faire ce qu'il a fait. Oui, parce que à force de voir un peuple s'en prendre plein la gueule à cause de Tsahal, à cause de sa situation géopolitique, etc., le fait qu'à un moment donné, la colère engendre la colère, la haine engendre la haine, et la haine engendre la violence. Et violence dans toute son expression, aussi bien une opération militaire, puisque là on est très clair, ce qu'a fait le Hamas, c'est pas une opération militaire, c'est une mission punitive, c'est une opération de terreur, et sur lequel évidemment, là il n'y a pas à contester que quand tu fais une opération militaire, quand tu veux faire une offensive contre une force d'opposition, et encore c'est compliqué parce que les statuts sont différents. L'État d'Israël, c'est un pays souverain. La Palestine, c'est pas un pays.
Il y a une administration, on essaie de mettre en place des infrastructures démocratiques, mais elle n'a aucune existence souveraine. Donc, déclarer la guerre à un truc qui n'a pas de souveraineté, c'est compliqué. Donc, le fait est, c'est que malheureusement, ce qu'a fait le Hamas n'est pas une opération militaire. Quand on déboule dans des kibboutz pour massacrer des gens, pour tuer des gens, c'est pour terroriser, pour faire peur. Donc c'est bien une action terroriste. Donc là, toute la tergiversation de la France insoumise pour dire oui mais non, mais en fait nous condamnons la violence, nous condamnons toutes les barbaries, etc. Mais il ne faut pas oublier que les barbaries, elles sont faites des deux côtés, blablabla. Ben oui, mais le problème c'est que là vous venez de vous faire piéger par vos antagonistes sur le fait que vous ne dites pas le mot qui correspond le mieux à la situation. Et d'ailleurs, petit aparté, là, on sent bien qu'il y a de la division dans tous les partis de la NUPES. Il y en a qui veulent sortir de la NUPES, les socialistes, les communistes, les Europe Écologie Les Verts, mais même au sein des élus de la NUPES, il y en a certains, oui mais non, mais c'est pas bien, c'est provoquer la division des gauches, etc. Donc on sent que là, il y a des conflits d'intérêts personnels à aller dans le sens contraire de ce que des présidents de partis sont en train de dire que la NUPES c'est bien gentil, mais les filles là, nous on se désolidarise de leur positionnement politique vis-à-vis des événements actuels concernant Israël et la Palestine. C'est mal barré quand même pour... je vous l'avais dit de toute façon que tôt ou tard, les socialistes, les communistes et les Verts, ils y verront plus un intérêt à présenter des listes indépendantes de la NUPES, indépendantes du groupe NUPES pour les européennes que de suivre finalement la France Insoumise. La France Insoumise aujourd'hui, ils sont morts. C'est fini. Il ne faut pas qu'il y ait une élection législative dans les prochaines semaines, parce que de toute façon, là, ils perdraient presque les 2 tiers de leur siège. C'est-à-dire que là, ils deviendraient un parti totalement insignifiant. Et là, Mélenchon, il n'aura plus que ses yeux pour pleurer. Donc le problème, c'est ça, c'est... Vous avez une complexité géopolitique locale, sur laquelle nous avons, occidentaux, fermé les yeux sur certains aspects, parce que, comme je vous l'avais dit, il y a un héritage. Il y a un héritage historique, il y a un héritage politique, il y a des conflits d'intérêts, etc. Et je vous avais dit, en effet, que moi je suis partisan de dire que l'Iran n'est pas innocent dans l'affaire. Mais, il y en a 2 dont j'ai parlé, dont le positionnement était pour l'instant assez discret, assez timide. Et tout d'un coup, je suis tombé sur quelques informations qui à un moment donné m'a dit mais ouais, et pourquoi pas? L'idée, vous le savez, la Russie et l'Iran ont des accords, ont certaines alliances. Alors ce que je vais vous dire là, c'est ma version, c'est mon hypothèse à moi. Ça ne veut pas dire que c'est ça, ça ne veut pas dire que j'ai raison, ça se trouve j'ai complètement tort. Mais néanmoins, des éléments que j'observe. Serait-il possible? Je dis bien, serait-il possible? Alors en effet, sur la chair, sur le sang, sur la barbarie, que la Russie et la Chine, alors soit étaient au courant, étaient peut-être à l'orchestration, ou peut-être ont demandé à l'Iran d'essayer d'organiser, de structurer quelque chose sans en être au courant de rien, pour ne pas être accusé derrière d'être complice. Pour provoquer une situation justement dans cette région, et qu'ensuite, vu les relations ces dernières années, l'approche, les intérêts géostratégiques, politiques, idéologiques, économiques des BRICS avec les pays arabes, est-ce qu'à tout hasard, la Russie et la Chine ne seraient pas en train de préparer un coup de pute, mais alors, comme jamais l'Occident, comme jamais les 28 pays de l'ONU qui
font le jour et la nuit, et plus particulièrement l'Europe et les États-Unis, pour réussir à trouver un accord, à ramener Israël et les représentants palestiniens autour de la table pour signer un traité de paix. Et voir, pourquoi pas, engager des processus dans une continuité de ce qui avait déjà été investi pour légitimer un État palestinien, c'est-à-dire une région à 2 États. Force est de constater que Netanyahou et son gouvernement sont extrêmement dans une situation instable, d'autant plus que je rappelle que la commission d'enquête qui a été lancée va certainement établir des responsabilités dans l'administration et dans la gestion du gouvernement Netanyahou sur le fait qu'aujourd'hui, on le sait, que le Mossad, voire même la CIA, était au courant de certains mouvements et qu'il se préparait quelque chose depuis la bande de Gaza. Donc ça veut dire, comme je vous l'ai dit, soit Netanyahou a laissé faire, ou soit en dessous de lui des gens ont laissé faire en se disant voilà, on a une opportunité, on va laisser massacrer des juifs, et nous ça va nous donner l'occasion d'avoir l'argument et la justification d'aller taper Gaza, voire même de liquider la bande de Gaza, voire de montrer au monde, de leur jouer encore la carte émotionnelle. Regardez, l'antisémitisme arabo-musulman a encore œuvré par un acte terroriste ignoble. On parle de 11 septembre, oui, de nouveau 11 septembre israélien. Mais vous imaginez que si demain vous apprenez que la Russie et la Chine réussissent à obliger Netanyahou à rentrer dans un processus, voire même peut-être avec les successeurs de Netanyahou, parce que peut-être que la commission, quand elle va établir la responsabilité, Netanyahou, il va sauter, donc ils vont organiser des nouvelles élections, et peut-être que ça sera un autre président, peut-être plus progressiste, moins conservateur, parce que là, très clairement, les conservateurs et ultranationalistes israéliens, là, ils sont morts. Là, si leur responsabilité est engagée sur le fait que rien n'a été fait pour protéger les Israéliens qui ont été tués pendant cette opération, je veux dire, l'impact, il est évident. Mais d'un autre côté, vous imaginez bien que l'Occident, aussi vertueux qu'il se prétend être, imaginez que si les Russes et les Chinois réussissent à mener une autorité israélienne face à une autorité palestinienne pour un accord, un traité, mais ça serait un pied de nez monumental aux Américains et à l'Europe. Puisque les Américains et l'Europe n'ont jamais réussi à pacifier ou à amorcer quelque chose qui serait opérant dans les faits. Parce que oui, les accords d'Oslo, oui, les accords de Washington, etc. Mais le problème, c'est que ce qui s'est passé après, c'est que ça a reçu les coups de butoir, à la fois des nationalistes israéliens, à la fois des ultra-radicaux palestiniens. Donc du coup, ce qui avait été amorcé par les Occidentaux concernant la région a été littéralement sabordé. Sabordé par des gouvernements nationalistes israéliens, sabordé par des financements qataris, saoudiens, vers les organismes ultra-religieux, voire le Hamas, l'Iran avec le Hezbollah. Donc, c'est pour ça qu'on disait que de toute façon, cette situation est inextricable. Elle est inextricable pourquoi ? Tant que le pouvoir politique des deux entités est détenu par des entités qui de toute façon ne veulent pas la paix et veulent massacrer, faire disparaître l'autre. Parce qu'on est d'accord, mais la majorité des Israéliens, la majorité des Palestiniens, ce sont des gens comme vous et moi, qui ne font pas de politique, qui eux aspirent à la vie, à la tranquillité, à la paix, à la liberté. Donc demain, si vous faites un référendum dans les deux pays, vous allez vous rendre compte qu'en grande majorité, ils veulent la paix, ils veulent un traité.
Ils veulent 2 territoires autonomes. Sauf que, comme en général, quand on réussit à tromper, quand on réussit à manipuler l'opinion pour réussir à donner le pouvoir à des gens, c'est ce qui s'est passé avec le Hamas. Le Hamas, élu à grande majorité au Conseil palestinien, il en a profité au détriment de ceux-mêmes qui ont voté pour eux. Donc oui, en effet, quand on dit oui, le Hamas ne représente pas les Palestiniens, il ne représente pas les Palestiniens aujourd'hui parce que le Hamas a finalement fait un coup d'État et a pris le pouvoir sur les territoires palestiniens. Mais grâce à quoi ? Qu'est-ce qui a été l'amorce ? L'amorce, ça a été un processus démocratique. Tout comme Netanyahou a réussi à reprendre le pouvoir dans un processus démocratique. Alors après, on peut me chanter que dire oui, mais c'est pas la majorité. La majorité, il fallait qu'ils se réveillent et qu'ils aillent voter. Pourquoi ils n'ont pas tous été votés ? Dans ce cas-là, ils auraient été majoritaires contre Netanyahou. Ou alors peut-être que les gens qu'on montre dans les grandes villes, les grandes manifestations avec des milliers et des milliers de personnes, finalement ces milliers de personnes, en réalité ne sont qu'une minorité de représentation d'une idéologie, et que en réalité, dans le peuple c'est la majorité de ceux qui ont voté pour mettre au pouvoir ces mêmes gens qui aujourd'hui adoptent et appliquent une politique qui ne va pas dans le sens de la paix. Et j'ai envie de dire, l'expression même « on récolte ce que l'on sème » prend tout son sens. Alors, je vous le dis, si demain on commence à se rendre compte que les Russes et les Chinois sont en train de rentrer dans le jeu pour calmer justement le jeu, pour éviter le pire, mais ça serait donc un échec cuisant à la fois de la diplomatie américaine et de la diplomatie européenne. Et j'ai envie de dire, ça commence à se voir. Je veux dire, qu'est-ce que l'Amérique a intérêt à envoyer 2 porte-avions au large des côtes israéliennes ? Pourquoi faire ? Qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire, les Américains ? Est-ce qu'ils ont l'intention de protéger Israël si jamais la Syrie, le Hezbollah au nord de l'Israël, etc. C'est-à-dire que le fait que Tsahal attaque la bande de Gaza, que tout d'un coup, il y ait une coordination des pays voisins arabo-musulmans pour soutenir Israël contre un débordement finalement. Parce que très clairement, l'armée israélienne, elle peut faire une opération militaire en Gaza, mais elle ne pourra jamais tenir 2 fronts si jamais au nord le Hezbollah se met à agir. Même si on attendait que le Hezbollah agisse dans les jours qui ont suivi l'attaque du Hamas, finalement il y a eu quelques esbroufs, on va dire, mais finalement le Hamas n'a pas fait plus que ce que évidemment certains analystes prévoyaient. Donc évidemment, pour les pays émergents, pour tous les pays, même au sein même de l'Organisation des Nations Unies, voir la Russie et la Chine réussir à calmer le jeu au Proche-Orient, mais j'ai envie de dire, comment ça va se passer au niveau des États-Unis et de l'Europe ? Parce que là, très clairement, ça veut dire que si la Chine et la Russie réussissent ce que les Américains et les Européens ont échoué, ça veut dire qu'il y a beaucoup de pays qui, tout d'un coup, vont commencer à s'intéresser à peut-être travailler de façon plus équitable avec les BRICS, avec les pays émergents. Et qui c'est qui va l'avoir dans le cul ? Qui c'est qui va l'avoir dans l'os ? Ah, par contre, oui. Là, les européistes, ils ont le sourire parce que la Pologne, il y a eu des élections législatives, je crois, en Pologne. Finalement, c'est un parti pro-européen qui l'a emporté. Donc là, ils sont contents, ils vont dire, ça y est, la Pologne, ils vont peut-être arrêter de nous casser les couilles. Pas sûr.
Et il y a eu d'autres élections, je crois, je ne sais plus dans quel pays, où là par contre, c'est un parti, je crois, je ne sais plus. Voilà, ma mémoire me fait défaut. Si vous le savez, dites-le dans les commentaires, mais il y a eu des élections dans un pays récemment, et ah oui, ça y est, je m'en souviens. Et là, ouais, et c'est pour ça que je me dis qu'il fallait que je vous le dise, parce que c'est Jacinda Ardern, vous savez, cette première ministre nouvelle-zélandaise, hein, celle qui a été à l'encontre des libertés fondamentales du peuple de Nouvelle-Zélande, qui est très pro-wokiste, etc. Bon, bah ça y est, elle a dégagé. Les élections en Nouvelle-Zélande, la gauche nouvelle-zélandaise a perdu les élections. Donc ça, c'est déjà une mauvaise nouvelle pour les progressistes. Parce que... Et même l'Australie, je crois. L'Australie commence un petit peu à changer son fusil d'épaule sur certains sujets, parce que ils se rendent compte que le mensonge et la manipulation ne peuvent plus tenir, surtout concernant les décisions qui ont été prises pendant la pandémie. Donc ça s'effrite un peu de partout finalement, comme je le disais dans une précédente vidéo. Et j'ai envie de dire, quand je vois Macron, j'ai l'impression que le petit Macron là, il est un peu paumé. Là, j'ai eu ses interventions, etc., ses propos. On a l'impression que le gamin là, il est en train de se rendre compte que ça part en couille. Alors, en effet, en France, il y en a qui protestent sur le fait que pourquoi avoir interdit les manifestations pro-palestiniens. Et là encore, j'ai envie de vous dire à ces gens-là, j'ai dit, mais c'est pas interdire les manifestations pro-palestiniennes, c'est interdire les manifestations qui ont un potentiel risqué que ça dérape. Qu'en face, à un moment donné, il y a des groupes pro-israéliens, voire pro-sionistes, qui déboulent dans ces manifestations pour foutre le bordel, pour foutre la merde. Et là, dans ce cas-là, l'État est responsable, puisque c'est la sécurité qui est en jeu. Donc quand il y a un risque, dans ce cas-là, on interdit les manifestations, on interdit les regroupements, pour éviter les dérapages, pour éviter les débordements, pour éviter les provocations. Et d'ailleurs, il y a une image qui a circulé, puisqu'il y a un bonhomme qui s'est pointé avec un drapeau israélien. Le mec, on a envie de se dire, soit c'est de la provoque, soit il est suicidaire. Bon, heureusement, à un moment donné, il y a des gens qui se sont interposés, parce que le mec, il était sur le point de se faire lyncher. Idem en Allemagne. En Allemagne, on se plaint, oui, pourquoi vouloir interdire des manifestations qui sont pour la paix Mais peut-être qu'en effet, vous êtes dans les manifs pour la paix, pour protéger le peuple palestinien d'un génocide. Mais admettez que dans le nombre de gens, dans la masse dans laquelle vous êtes, il va y avoir des gens qui vont en avoir un peu plus gros sur la patate que vous. Il y a des gens qui sont beaucoup plus dans une position extrême que vous, et que fatalement ces gens-là, si vous les titillez un peu trop, ils risquent de partir en vrille, et ça risque de finir en carnage, en lynchage. Je rappelle, les mouvements BLM, il y a des autorités qui se sont dit oui, on va éviter de mettre trop de présence policière, etc. Bon, il y en a qui ont laissé la vie. Il y en a qui se sont littéralement fait lyncher. Donc voilà, je veux dire, c'est pas contre le fait que des gens veulent soutenir la Palestine, c'est une question de sécurité. Mais j'ai envie de dire, c'est une question de sécurité, et c'est la démonstration que l'autorité a bien les jetons de se retrouver en effet avec une importation du conflit. Alors, importation du conflit, vous allez me dire, oui, mais de toute façon, il est déjà là depuis longtemps. Oui. Mais le problème, c'est que quand les consciences commencent à s'éveiller, commencent à s'échauffer, là, c'est là qu'il y a vraiment des gros risques. Et j'en veux pour preuve. Là, je vais me faire l'avocat du diable, mais cette année, au mois de décembre, pour les fêtes de Noël, attention, il y a certaines municipalités, dont la municipalité d'un arrondissement de Paris, qui a pour coutume d'autoriser la privatisation d'espaces publics
pour permettre à la communauté juive de fêter la Hanouka. Donc vous imaginez le contexte actuel, si cette année ils refont la même chose, on s'attend à ce que des groupes pro-palestiniens, voire musulmans, radicaux, etc., agitent le chiffon rouge et organisent des opérations contre ces privatisations. Parce que là, j'ai envie de dire, oui, la laïcité, c'est bien gentil de la chanter, sauf que quand on fait partie de l'autorité, quand on fait partie des milieux et des sphères politiques, quand on fait partie des milieux intellectuels, et qu'on te chante la laïcité contre la chrétienté, contre le christianisme, mais que derrière on ferme les yeux sur des privatisations ou sur des autorisations qui sont données à la communauté juive pour célébrer ou pour faire des célébrations communautaires, tout comme, j'ai envie de dire, dans certaines municipalités, des maires qui les autorisent aussi pour des célébrations religieuses, voire politiques, musulmanes. Et dans ce cas-là, j'ai envie de dire à tous ces gens qui me disent qu'on parle de la laïcité, je dis mais arrêtez de me foutre de la gueule des gens. Quand tu fais de la laïcité, tu n'autorises pas pour clientélisme, par manque de courage ou par peur, l'organisation de manifestations, de réunions, de séminaires, de forums, qui dans ceci, on le sait, il y a des discours qui sont anti-républicains. Mais comme tu as tellement peur de perdre tes prochaines élections municipales ou ton prochain poste de député aux législatives, etc., eh ben, on ferme les yeux. Donc il y a cette complaisance depuis des décennies, eh bien aujourd'hui, qui va revenir à la surface. Parce que évidemment, le communautarisme en France est un échec. Et que ce communautarisme, aujourd'hui, va se mettre en contradiction les unes contre les autres. Et ça va être de l'opposition, ça va être de la confrontation. Une confrontation dont on sait et dont on voit très bien qu'aujourd'hui, que ce soit le gouvernement ou que ce soit le paysage politique d'une manière générale, élu ou non élu, qui commencent à prendre conscience que ça leur échappe. Que la moindre étincelle en France, là le coup de Arras, d'ailleurs il y a eu le rassemblement en hommage aux professeurs, on a constaté que, alors que, très franchement, je veux dire, quand tu veux protéger la communauté musulmane, c'est là qu'il faut intervenir, c'est là qu'il faut rameuter les gens en disant allez à cette cérémonie pour montrer que nous sommes solidaires, que nous ne sommes pas des terroristes, que nous refusons l'islam radical, que nous refusons les islamistes, nous refusons les barbiers, etc. C'était ces moments-là qu'il faut y aller, pour montrer que la diversité, elle fonctionne dans un axe républicain. Et malheureusement, encore une fois de plus, échec sur toute la ligne, parce que la diversité, elle était quasiment absente. Je dis quasiment absente parce que TF1 a fait quand même, a trouvé quand même 2 femmes voilées qui ont déposé des fleurs, en déposant quelques larmes aussi. Donc ils ont eu de la chance, ils ont trouvé quand même 2 personnes de la communauté musulmane, mais sur la masse, très clairement, il y avait du blanc, c'était beaucoup trop blanc. Comme disait Manuel Valls, il y a peut-être trop de blanco. Donc voilà ce que je peux vous dire en évolution de la situation. Pour l'instant, on attend de savoir est-ce que Tsahal va attaquer Gaza. S'ils attaquent Gaza, est-ce que le Hezbollah va pas se réveiller au nord pour créer un deuxième front et là, en effet, mettre Israël en difficulté et peut-être impliquer les États-Unis en tant qu'alliés, en tant que co-belligérants dans l'affaire. Et évidemment, Washington s'efforcera d'appeler la Commission européenne pour dire vous nous suivez. Sauf que la Commission européenne, von der Leyen, elle vient de se prendre un tacle, mais alors magistral, par Louis Michel, qui est le président de l'Assemblée du Parlement européen, parce qu'elle, pareil, elle commence à péter les plombs.
Elle a tenu un propos une fois contre la Russie, parce que la Russie attaquait des enfants, etc. C'est barbare et tout le tralala. Et là, elle soutient Israël, qui est en train de faire exactement la même chose sur la bande de Gaza. Donc voilà, enfin, la crédibilité de la bonne femme là est en train d'en prendre un sérieux coup. Et puis il faut s'attendre qu'à mon avis, la situation va empirer pour cette dame qui, à mon avis, je ne sais pas si elle va finir l'année. C'est pas certain. Enfin voilà, de toute façon, on se retrouve très prochainement pour une vidéo. On en reparle parce que les choses vont très très vite. Et d'ici là, portez-vous bien.